Salut à tous, c'est Nico. Pour ce deuxième épisode, je vais faire une présentation qui sera forcément incomplète et superficielle, mais nécessaire malgré tout, de ce qu'est l'extrême droite. Je veux insister sur le fait que c'est un mouvement qui est en perpétuelle adaptation, qui est capable de faire des compromis et de se renouveler. On peut y trouver beaucoup de profils différents, c'est pas seulement des blancs beaufs habitués du PMU comme la caricature qu'on a en tête. Le fondateur du forum néo-nazi Iron March est un ouzbek. Jared Taylor, une des figures du suprémacisme blanc aux États-Unis, est un homme de lettres qui parle couramment le français et le japonais, et Serge Ayoub, plus connu sous le nom de Batskin dans les années 80, est le fils d'une magistrate et d'un haut fonctionnaire d'origine libanaise. Il y a des sympathisants blancs, noirs, maghrébins, turcs, asiatiques, juifs, musulmans, des hommes comme des femmes, ça va des classes prolétaires aux milieux les plus bourgeois. Si l'extrême droite arrive à attirer autant de profils différents, c'est qu'il existe des dizaines de courants. L'Action française est un mouvement politique créé pendant l'affaire Dreyfus, dont le but est de restaurer une monarchie en France. Le Rassemblement national est issu d'un groupe révolutionnaire inspiré par le fascisme, qui s'appelait Ordre Nouveau. Contrairement à ce dernier, il a préféré opter pour une stratégie qui consiste à intégrer le jeu démocratique pour tenter de se faire élire. Le fascisme mussolinien était révolutionnaire et anti-bourgeois. Il voulait créer une nouvelle forme de société dans laquelle tout serait sous le contrôle absolu de l'État. La dictature militaire de Pinochet était une réaction contre le socialisme. Il n'était pas question d'innover mais de préserver les valeurs conservatrices. Pinochet a choisi le libéralisme économique des Chicago Boys plutôt que le dirigisme d'État de Mussolini. Parmi les militants d'extrême droite, on trouve des écolos, des antisémites, des soutiens d'Israël et du sionisme, des anti et des pro-islam, des intégristes, des athéistes, des atlantistes, des tiers-mondistes, des eurosceptiques, des impérialistes, des isolationnistes, des misogynes acharnés et d'autres qui se revendiquent féministes. Ces courants peuvent être en conflit les uns avec les autres. Un des exemples les plus frappants, si j'ose dire, c'est lorsqu'Alain Soral a décoché des droites dans la gueule de Daniel Conversano, parce que ce dernier réfutait l'affirmation comme quoi les immigrés musulmans pouvaient s'assimiler et devenir des patriotes français lors d'un débat. Mais bordel, c'est le droit! Tout comme la gauche, le centre ou la droite, l'extrême droite est régulièrement en proie à des tensions internes, des affrontements idéologiques, des luttes de pouvoir. Ce qui caractérise les différents courants d'extrême droite aujourd'hui, c'est le rejet du système, c'est-à-dire le rejet des partis politiques traditionnels. Le Front National parlait d'UMPS pour désigner un parti socialiste et une UMP qui serait interchangeable, mais c'est également le rejet des médias, lorsque ces derniers ne vont pas dans leur sens bien sûr. Les militants d'extrême droite disent régulièrement être victimes d'une chasse aux sorcières, dans des degrés plus ou moins complotistes. Ils parlent souvent de pensée unique, de chape de plomb politiquement correcte, parfois de dictature, pour désigner l'attitude des journalistes à leur égard. Et il se propose comme une alternative raisonnée à ce système qui serait devenu hors sol, qui serait infiltré par l'influence de la gauche, des lobbies cosmopolites ou des pouvoirs d'argent. Sans cette alternative, le pays sera entraîné dans une situation catastrophique. Ils veulent également renforcer l'autorité en matière de politique intérieure. Ça ne passe pas forcément par un guide providentiel qui installerait un gouvernement totalitaire. Cependant, ils affirment la nécessité de mesures drastiques en matière de police et de justice afin de lutter contre l'insécurité, contre l'immigration illégale. Ils accusent leurs adversaires de droite classique d'être laxistes ou complaisants sur ces sujets. Ils sont hostiles à l'immigration originaire de certains pays, qui serait liée à certaines cultures, certaines ethnies, qu'ils voient comme incompatibles avec le pays d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'ils rejettent toute forme d'immigration. J'ai jamais vu aucun militant d'extrême droite contemporain critiquer les migrants belges ou espagnols en France, par exemple. Il existe même des suprémacistes qui admirent certains peuples non blancs. Par exemple, Jared Taylor a fait beaucoup d'éloges pour les Asiatiques de l'Est, qui ont selon lui un QI plus élevé que celui des Blancs. Ce qui intéresse ces mouvements, c'est de préserver ou de restaurer une homogénéité qui peut être ethnique, religieuse ou politique. Homogénéité ethnique et religieuse dans le cas de Milosevic et des nationalistes serbes, dans le cas des nationalistes croates également. Homogénéité politique dans le cadre de la lutte contre le communisme international de Pinochet. L'extrême droite rejette l'universalisme. Ce qui fait le citoyen, ce n'est pas un projet ou un contrat social, mais une identité. C'est une nation et un peuple qui doivent être préservés face aux menaces exogènes. C'est tout le contraire de l'inclusivité qui est plutôt une valeur de gauche. Ils sont exclusifs et non inclusifs. Ce ne sont pas forcément des talibans de la morale conservatrice. Par exemple, le Rassemblement national a récemment pris position pour l'avortement. En revanche, ils croient à une décadence traditionnelle et culturelle de leur peuple, qui serait causée par la menace exogène. Pour Alain Soral, c'est la mafia sioniste, qui correspond plus ou moins aux juifs. Pour les identitaires, ce sont les islamo-gauchistes.
Ce que déplore l'extrême droite, c'est la disparition des cadres de référence historiques, qui sont la plupart du temps l'ordre public, la famille, la communauté et la nation ethnique, la nation linguistique et religieuse, ainsi que l'environnement naturel. Tous les militants n'approuvent pas la violence, certains la rejettent. Beaucoup ont un discours ambigu mais se revendiquent pacifistes, plus pour des raisons d'image que de conviction. On peut trouver une véritable schizophrénie intellectuelle chez certains penseurs, comme par exemple Renaud Camus qui se dit militant non violent et qui parle sans cesse de guerre civile, de génocide des Blancs et de menaces mortelles à cause d'une invasion étrangère. Seule une minorité assume le caractère intolérant et antisystème du mouvement et ne cache pas leur volonté d'en découdre. Par exemple les militants de Casa Pound en Italie, les Oeuvres Paris et la division Martel en France, la National Action en Angleterre, qui a été dissoute après l'assassinat par un de ses membres de la députée Jo Cox, le groupe terroriste international Atomwaffen Division. Parmi les violents, il y a des néofascistes révolutionnaires, des bandes de voyous politisés, des gangs néo-nazis, des terroristes, des agitateurs de l'internet ou simplement des spectateurs qui prennent un plaisir malsain à voir la société sombrer dans le chaos. Certains mouvements politiques avaient à leurs origines des convictions révolutionnaires violentes, mais les ont abandonnées, du moins sur le papier, pour s'intégrer à la démocratie participative. Les exemples les plus connus sont Ordre Nouveau, qui a donné naissance au Front National de Jean-Marie Le Pen, ainsi que le mouvement social italien dont provient Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni. Ces deux partis sont les enfants de mouvements d'inspiration fasciste qui ont pris leur distance avec cette idéologie. C'est pour ça que l'élection du gouvernement Meloni en Italie n'a pas débouché sur une dictature totalitaire, parce que le contexte italien d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de la marche sur Rome il y a 100 ans, et que Fratelli d'Italia a bien compris que les méthodes utilisées par les squadristes ne peuvent pas être retranscrites à l'époque moderne, qu'ils doivent se comporter comme un parti politique ordinaire dans le gouvernement italien s'ils veulent avoir une chance d'appliquer leur programme. La différence principale entre le parti fasciste et Fratelli d'Italia, c'est que le premier faisait usage de la violence dès le départ, comme un outil politique. Le mouvement de Mussolini n'a pas rejoint le pouvoir par le vote démocratique mais par un coup de force, parce que les institutions régaliennes de l'Italie étaient dans un état lamentable et qu'elles se sont pliées devant les milices pour éviter la confrontation. Aujourd'hui, les partis d'extrême droite n'ont plus pour modèle Mussolini, mais plutôt Viktor Orban et Vladimir Poutine, bien que ce dernier ait beaucoup perdu en influence depuis qu'il ait déclenché l'invasion de l'Ukraine. Le Fidesz, le parti politique d'Orban, n'est pas un parti qui est lié à l'extrême droite à son origine. C'était un parti de centre-gauche, devenu conservateur sur le modèle des chrétiens démocrates allemands. Une fois l'élection de Viktor Orban en 2010, au poste de Premier ministre en Hongrie, le Fidesz va changer radicalement d'orientation. La constitution hongroise est remaniée pour inscrire l'interdiction de l'avortement, ainsi que d'autres mesures ultra-conservatrices. Les libertés de la presse seront réduites de façon drastique et des campagnes médiatiques d'État seront lancées contre une présumée invasion migratoire qui serait planifiée par le milliardaire George Soros. Le Fidesz est donc passé d'un parti de droite traditionnel à un parti d'extrême droite autoritaire pendant sa présidence. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, la présidence de Donald Trump de 2016 à 2020 n'a pas entamé la démocratie américaine, cependant elle a fait des dégâts sur la société civile. Je vais préciser avant de continuer, je ne considère pas Donald Trump comme ayant une idéologie d'extrême droite, ou même une idéologie tout court. Je considère que c'est un opportuniste qui voit la politique comme un milieu d'affaires, et qui n'a pas vraiment d'idéologie stable. En revanche, il s'est entouré de politiciens d'extrême droite pendant son mandat, comme par exemple Mike Pence et Steve Bannon, et il a bien compris qu'il pouvait recruter parmi la frange la plus radicale de la population américaine. Il a reçu le soutien d'une grande partie de l'alternative right, des suprémacistes comme David Duke et Jared Taylor, ou de groupes de miliciens comme les Proud Boys. Donald Trump n'a jamais réellement cherché à prendre ses distances avec ses soutiens, parce qu'il a compris qu'il pouvait lui ramener une grande quantité d'électeurs. Pourquoi est-ce que ces mouvements extrémistes ont soutenu Donald Trump? Parce que sa rhétorique sur l'immigration, son rejet des élites et du politiquement correct, était un message qui faisait écho à leurs propres idées. We are determined to take our country back. We're going to fulfill the promises of Donald Trump. That's what we believed in. That's why we voted for Donald Trump. Les Proud Boys ont fait partie du groupe qui a envahi le Capitole le 6 janvier 2021 pour protester contre un soi-disant trucage massif des élections après la défaite de Trump au présidentiel de 2020. Un agent de police et plusieurs manifestants ont été tués dans cette pseudo-insurrection. Depuis 2015, soit le début de la campagne présidentielle de Trump, les attentats et les tentatives d'attentats suprémacistes ont connu une très forte hausse aux États-Unis.
On est passé de 14 attentats et tentatives pour l'année 2014 à 35 pour 2015, à nouveau 35 en 2016, jusqu'à un pic à 73 en 2020. Ces violences d'extrême droite ont fait 91 morts entre 2015 et 2021, contre 19 pour l'extrême gauche et 76 pour le djihadisme. James Alex Fields, qui a écrasé une manifestante avec sa voiture à Charlottesville, et Patrick Wood-Crushos, le terroriste qui a abattu 23 personnes à El Paso pour lutter contre une prétendue invasion hispanique du Texas, ont tous les deux manifesté par le passé un soutien à Donald Trump. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire que l'État de droit soit renversé, il suffit que des groupes radicaux se reconnaissent dans le message politique d'un gouvernement, qu'ils en tirent un sentiment d'impunité pour alimenter la violence. Donald Trump s'est servi de l'alt-right américaine comme un outil pour sa campagne électorale, et le résultat a été une augmentation spectaculaire de la violence d'extrême droite aux États-Unis. Le futur nous dira ce qu'aura laissé la présidence de Giorgia Meloni à la fin de son mandat, ou si jamais d'autres partis d'extrême droite accèdent au pouvoir en Europe de l'Ouest. Est-ce qu'on verra une augmentation de la violence, un basculement vers un gouvernement comme celui de Viktor Orban, ou aucun des deux? C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, je parlerai des raisons qui motivent certains individus à rejoindre des mouvements d'extrême droite, qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on pense trouver dans ce collectif. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente année 2024. A plus.